Aujourd'hui, nous allons parler d'une confusion très répandue. On peut réussir, on peut être reconnu, on peut être compétent, on peut être applaudi partout. Et intérieurement, être en mode survie. Être en mode survie, ce n'est pas forcément être en danger, mais c'est fonctionner depuis un autre point, depuis le point de la peur. Peur de décevoir, peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur. Le mode survie est une intelligence adaptative. Il intervient souvent pour protéger quelque chose. Il intervient souvent pour sauver quelque chose. L'objectif n'est pas de le condamner, mais plutôt de le dépasser. Bienvenue dans Traversée intérieure. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Madame Day Chao, directrice de Brightmore Capital, une entreprise qui accompagne les entrepreneurs aussi bien dans leur demande de financement que dans l'acquisition du financement. Elle nous rejoint aujourd'hui non pas pour parler de ce qu'elle fait, mais pour nous parler de ce qu'elle a dû traverser pour sortir du mode survie. Bonjour Day. Bonjour Ruki. Je suis ravie de t'accueillir dans Traversée intérieure, qui est un espace où on interroge les silences, on interroge l'intérieur et on partage nos traversées les plus intimes. J'ai tantôt parlé de toi en disant que tu étais la directrice de Brightmore Capital, mais on sait que tu ne fais pas que ça. Mais aujourd'hui, tu nous rejoins dans le cadre de cet échange pour partager avec nous des moments de vie où tu as senti que tu n'étais pas forcément en train de vivre, mais où tu étais en mode survie. Tout d'abord, merci. Merci de m'inviter et de m'accueillir dans ce cadre vraiment très joli. Mais voilà, j'ai eu des moments de ma vie où j'ai traversé des moments très difficiles liés à des abus. Des abus verbaux, des abus plus que verbaux. Où j'ai dû passer en mode survie pour ne pas perdre le fil de ce qui m'anime tous les jours, c'est-à-dire de faire de l'impact en tant que femme africaine dans un contexte qui peut parfois être très difficile et où on a toujours besoin de s'autodéfinir, de s'autoproclamer pour pouvoir réellement voir la lumière au bout du tunnel. Voilà. Donc on a besoin de faire tout ça pour voir la lumière au bout du tunnel. Effectivement. Juste avant qu'on aille sur ces moments-là de vie difficile, pour ceux qui te découvrent, qu'est-ce que tu leur partages comme partie de ta vie entre ce que tu fais ou ce que tu es aujourd'hui? Je me définis toujours comme une femme africaine parce que j'ai toujours eu cette expérience, cette chance d'avoir eu à côtoyer beaucoup de personnes de différents horizons, un peu partout dans le monde, un peu partout en Afrique. Et cela a un peu défini ma vie, mes ambitions, mon caractère, mes envies, mes plaisirs. Donc je me définis d'abord comme une femme africaine. Je me définis aussi comme une financière parce que toute ma carrière, j'ai toujours été plongée dans le monde de la finance, que ce soit dans la finance de développement, aujourd'hui dans la finance d'impact, dans le conseil, mais j'ai toujours été d'une manière ou d'une autre toujours bercée dans le monde de la finance. Donc je me définis aussi comme une financière. Je me définis aussi comme ce qu'on appelle dans le jargon anglais single mom. J'ai été mariée à des épisodes de ma vie, mais le fil conducteur, c'est que j'ai toujours été aussi une maman célibataire. Donc j'ai eu mon fils quand je venais d'avoir la trentaine et je l'ai presque élevé seule. Même si j'ai été mariée à certains épisodes de ma vie, mais je me définis aussi comme une single mom. Mais pour moi, c'est pas... c'est une bonne chose. Ça a forgé mon caractère. Ça m'a permis d'être très autonome,
de compter sur moi-même d'abord, avant de compter sur les autres. Donc voilà, je me définis parmi ces 3 qualificatifs aujourd'hui. Donc, femme africaine, financière, single mom. Oui. Excellent, très bien. Merci en tout cas de le clarifier pour ceux qui te découvrent. On sait qu'il y a énormément d'autres aspects qu'on ne peut pas partager, comme on dit, en 1 heure de temps. On ne peut pas décrire toute une vie en 1 heure de temps, mais on en tient toute la substance par ces 3 mots. Donc, tu nous parlais tout à l'heure de périodes difficiles, où tu étais en mode survie. À partir de quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais en mode survie? Je pense que c'est un réflexe. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte quand on le fait, mais on s'en rend compte plus tard. Quand tout est passé, quand le tourbillon est passé, et voilà, et que le calme revient, c'est là où on s'en rend compte qu'en fait, on était en mode survie et qu'il fallait ne pas perdre le fil conducteur. Et donc, c'est pas quelque chose, je pense qu'on ne se rend pas compte qu'on le fait quand on le vit, mais on s'en rend compte après. Au moment où tu étais en mode survie, à quoi ressemblait ton quotidien? Moi, je suis un peu... parfois, je me définis comme un peu bizarre. Quand je suis en mode survie, c'est là où je me maquille le plus. C'est là où je m'habille un peu plus. C'est là où je fais plus attention à mon intérieur. Je ne me morfonds pas du tout. Donc, je suis toujours en mode, OK, je dois être parfaite. Je dois tout faire pour ne pas montrer cet aspect. Et après, les personnes peut-être qui sont au courant de cela, donc mes proches, ou me disent, mais par exemple, Tanguy, mais vous êtes très élégante, vous vous habillez très bien, le maquillage vous va bien, ou bien, voilà, tu as changé telle ou telle chose dans ton décor, alors qu'ils ne se rendent pas compte que c'est en train de bouillonner à l'intérieur. Mais ça, c'est un peu ce qui me permet de ne pas perdre le fil. Ok. Donc, en fait, pour, entre guillemets, te donner de la contenance pour rester debout, tu t'occupes un peu plus de toi. Absolument. Donc, de ton extérieur. Et tu l'as dit également, tu t'occupes un peu plus de ton intérieur. Absolument. Comment ton corps réagit quand tu es en mode survie? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu te reposes? J'ai des insomnies. Donc, quand je suis en mode survie, je me rends compte de cela. En fait, quand je suis équilibrée, je dors normalement. Je peux dormir 7 heures d'affilée. Quand je suis en mode survie, non. Je dors peut-être 3 heures d'affilée. Je me réveille 1 heure de temps, je dors encore 1 heure. Donc, mon sommeil est perturbé. C'est la première chose dont je me rends compte. Je me rends compte qu'en fait, je dors mal. Quand je me réveille, je ne suis pas fatiguée, mais c'est juste que je me rends compte que, voilà, que j'ai dormi, mais à période très, très courte. Voilà, et c'est pour moi l'un des premiers signes. Donc, tu dors mal. Est-ce qu'il y a d'autres réactions corporelles? Parce que tu sais, parfois, il arrive que quand on est en mode survie, que notre corps s'en rende compte avant nous. Tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je m'en rends compte une fois que l'épisode est passé. Et parfois, le corps sait qu'on est en mode survie. Et pour certaines personnes, ce sont des réactions cutanées. Ça peut déclencher de l'urticaire. Ça peut déclencher de la dermatite atopique et énormément d'autres choses. Comment toi, ton corps réagit? Je pense que peut-être parce que j'ai tellement eu des périodes comme ça que mon corps s'est adapté. Donc, je n'ai pas ces réactions-là, cutanées ou autres. J'en entends parler. Mais c'est plus, pour moi, je pense que c'est plus dans la tête. Je pense beaucoup. Je sais que peut-être si je devais analyser mon cerveau, je suis sûre que ça va 200 fois plus à l'heure que d'habitude. Donc, je sais que voilà, là, je pense beaucoup trop. Et c'est peut-être ça qui aussi perturbe mon sommeil. Donc, c'est là où je me rends compte que je suis en mode survie. Je pense beaucoup. J'ai tendance à vouloir plus écouter. Par exemple, écouter de la radio, écouter des podcasts, lire, être devant la télé, juste pour un peu m'évader, pour sortir de cette mode de survie en interne que je ne peux pas qualifier, mais je sais que je suis en mode survie. Voilà, mais physiquement, non. Je n'ai pas vraiment de réaction physique. Du sommeil. À part le sommeil. Voilà, très bien. D'ailleurs, qu'est-ce qui déclenche ton mode survie? S'il y a un moment avec lequel on se dit les choses, comme je l'ai dit tout le temps, on n'est pas là pour maquiller la réalité. Absolument. Est-ce qu'il y a un moment que tu voudrais partager où
tu as été en mode survie et tu t'en es rendu compte bien après. Absolument. J'ai été dans des relations où il y a eu beaucoup d'abus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des abus verbaux, des abus émotionnels, des abus psychiques qui m'ont beaucoup affectée. Et cela a joué sur mon mental, cela a joué sur beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit professionnelle ou même personnelle. Et quand je dis personnelle, c'est ma relation avec mes proches, parce qu'on est dans une société où une femme comme moi, qui a eu beaucoup de périodes où j'ai été plus seule qu'avec une personne, la société a tendance à nous qualifier comme des femmes fortes. Et je déteste ces adjectifs parce que ce n'est pas la réalité. C'est pas une femme forte, c'est une femme qui survit. C'est tout. Pour moi, c'est pas être une femme forte. C'est que est-ce que j'ai le choix de ne pas être forte? J'ai pas le choix. Si je me morfonds, qui sera là pour moi? Si je tombe malade, qui sera là? Donc cela joue dans mon mental et donc on est obligé d'être en mode survie. Ce qui le déclenche, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'abus dans certaines des relations que j'ai eues dans ma vie, mais aussi ces abus que quand on les vit, on n'en parle pas parce qu'on a cette culture aussi de sutura. Donc, sutura, c'est ne pas en parler, être un peu plus sécrétive dans certaines choses qui nous arrivent dans nos vies. Et être dans la réserve. Être dans la réserve, en parler peut-être à une ou deux personnes, mais pas trop. Donc, moi, je suis de cette culture et donc, j'ai pas eu à en parler. J'en parle peut-être des mois ou des années plus tard avec certaines personnes et c'est pas toujours l'histoire complète, c'est toujours quelques parties de l'histoire qu'on raconte. Mais donc, si on n'arrive pas à apprendre à survivre, ben ça nous casse. Parce qu'on est déjà cassé à l'intérieur. Donc, si on ne fait pas attention aussi, on est cassé à l'extérieur. Et donc, on devient comme une loque. Et comme on a cette étiquette qui nous colle à la peau, femme forte, femme forte, femme forte, eh ben, on est obligé de faire de notre mieux, de ne pas se morfondre et de survivre. Mais j'ai eu aussi, à travers ces différents épisodes, j'ai appris à lâcher prise. Voilà, j'ai appris à lâcher prise. Juste avant que tu nous parles du lâcher prise, tu parles de ces moments où voilà, il y a eu peut-être des propos qui ont été énoncés à ton endroit et qui ont eu un impact sur, tu le disais, sur ton mental, donc sur peut-être la perception que tu avais de toi-même. Comment tu vivais ça intérieurement? Quelles étaient les émotions qui te traversaient? C'était douloureux. C'était douloureux. D'abord, il y a la déception, parce qu'on s'est dit, ces personnes qu'on a choisies dans nos vies, à intégrer dans nos vies, qui nous déçoivent. Donc d'abord, c'est la déception. Après, c'est l'incrédulité. Mais je n'y crois pas. Comment il peut faire ça? Ça, c'est l'autre chose. Après, c'est, OK, puisqu'il me fait ça, peut-être que c'est de ma faute. Donc, on s'est dit, OK, donc peut-être c'est moi, peut-être qu'il y a des choses que je dois changer dans mon caractère, dans ma manière de faire. Donc, on commence à douter de soi-même. On commence à se poser plein de questions sur son caractère. Et après, quand la botte survie, par contre, se déclenche, c'est là où on se dit, non, c'est pas vraiment de ma faute. Parce qu'on commence à se voir de l'extérieur et de regarder et de se dire, pourtant, j'ai pas été une mauvaise personne, j'ai pas été une mauvaise femme, j'ai pas été une mauvaise belle-fille. C'est peut-être juste de l'incompréhension ou des attentes de l'un et de l'autre qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu le retour escompté. Et donc, il y a eu parfois des réactions violentes de la part de l'autre personne. Voilà, donc c'est comme ça peut-être que je le définis. Oui, donc d'ailleurs, on entend en fait que quand ces propos difficiles arrivent, ce que ça génère en fait de premier abord, c'est de la déception. On ne s'attend pas à ce que l'autre nous fasse certaines choses ou nous dise certaines choses. Absolument. Et donc on sait que la déception, son lit, c'est la tristesse. Donc déception, tristesse. Puis ensuite, on n'y croit pas. On est presque dans le déni, c'est de l'incrédulité, mais c'est pas possible, c'est pas lui, c'est pas. Je ne peux pas entendre ça venant de lui. Absolument.
Mais à force que cet événement-là se répète, finalement, on tombe dans le doute de soi. Ouais. C'est-à-dire, ah, peut-être qu'il a raison. Ah, peut-être que c'est moi. Peut-être que je ne fais pas bien les choses. Ouais. Peut-être que j'ai pas le bon comportement. Absolument. Et donc, on se remet en question du fait de l'autre, Ouais. pas de notre propre fait. Non. Et Et donc, ça, c'est difficile. C'est difficile parce que pour remonter cette pente, après, ça demande beaucoup de travail sur soi-même. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de coachs comme vous, mais peut-être il y a 10 ans derrière, pas vraiment. Donc il y avait beaucoup ce travail à faire en soi. Pour encore une fois, je le répète, pour ne pas perdre le fil. Donc on travaille beaucoup sur soi et on essaie de s'entourer d'énergie positive, de personnes qui nous font oublier, même si c'est 1 heure de temps, 2 heures de temps, mais de manière consistante, de personnes positives qui nous accompagnent sans le savoir. Parfois, ils ou elles ne le savent pas. Mais vous savez pourquoi vous êtes avec cette personne. D'autres ne vont pas peut-être comprendre. Mais pourquoi elle est toujours avec cette personne? Alors que moi, je suis en train de remonter ma pente et j'ai besoin de cette énergie. Et cette personne me donne cette énergie qui me permet de remonter la pente. Et en fait, cette personne-là qui est à côté, c'est comme une bouée de sauvetage. Absolument, c'est une bouée de sauvetage. On s'accroche à la bouée pour ne pas couler. Et une fois, pour même vous raconter une petite anecdote, il y a une personne, si je vous donnais le profil, vous allez dire, mais non, ça, c'est pas le type de personne avec qui je vais peut-être passer du temps, qui n'a rien à voir avec moi. Mais moi, je savais pourquoi. Et je prenais du thé avec lui souvent, parce que j'adore le thé. Et une fois, j'ai rêvé de lui, et dans le rêve, j'étais sur un dauphin. Okay. Et il était devant et j'étais derrière et j'étais dans la mer, on était en train de survoler les vagues. Et je lui ai dit ça et il m'a dit, ah, c'est parce que peut-être que je t'aide, peut-être que tu es en train de, sans le savoir, je suis en train de t'aider parce qu'il savait un peu ce qui se passait dans ma vie. Voilà. Mais le rêve là est toujours resté dans ma tête. Donc c'est effectivement ça, c'est comme une personne qui est comme un bouée de sauvetage dans ma vie, quand j'ai eu ces moments très difficiles. Voilà. Et en fait, parfois ça arrive, comme tu l'as dit, les gens ne savent pas qu'ils sont là pour nous. Absolument. Ils n'ont pas réellement conscience qu'ils viennent ou qu'ils interviennent dans nos vies juste pour nous permettre de garder la tête hors de l'eau. Et tu le disais tout à l'heure, que quand tu traverses des épisodes comme ça, jusqu'à aller au doute de soi, qui touche à la confiance en soi, malgré tout, tu t'obliges à rester forte parce qu'on attend de toi que tu sois forte. Mais au moment où tu te mets dans cette posture-là, où tu prends un peu plus soin de toi, de ton intérieur, où tu te positionnes comme la femme forte qu'on attend, qu'est-ce que tu protégeais à l'époque? Je pense que je protégeais mon image, ce que les gens pensent de moi. Voilà, c'est ça. La personne qui ne flanche pas, qui est toujours là, qui est tip-top. Donc, c'est ça que je pense que c'est ça que je protégeais. Et à quel moment est-ce que tu as protégé l'Andei qui était à l'intérieur? L'Andei, je la protège même beaucoup trop. Je pense que je l'ai toujours trop protégée. Je ne la laisse jamais s'exposer. Voilà, parce que j'ai toujours peur que quand je la laisse, peut-être les gens ne vont pas bien s'occuper d'elle. Donc, je la garde précieusement. J'entends ce que tu dis et en fait, ça renvoie peut-être à la part la plus vulnérable de toi, à laquelle tu fais attention et que tu protèges plus. Absolument. Pour éviter qu'elle soit davantage blessée. Oui. Est-ce que dans ce parcours-là où tu as quand même, voilà, il y a eu ces difficultés-là, puis il y a eu peut-être ces personnes autour de toi, est-ce que tu t'es sentie obligée de tenir pour la famille? Tu sais, quand on parle de loyauté familiale, ou de loyauté sociale, ou de loyauté religieuse, est-ce que tu as été confrontée à ça? Oui, parce que d'abord, on est dans une petite ville. Dakar est une petite ville. Je suis l'aînée de ma famille. Je suis une fille. Donc, il y a toujours cette étiquette qui vous colle à la peau, que vous devez toujours être là pour tout le monde, que vous devez toujours être celle qui s'occupe des gens quand ça ne va pas.
Donc, il y a cette loyauté envers cette image, cette étiquette qu'on a. Et donc, c'est naturellement qu'on le fait, même si parfois ça ne nous convient pas, même si parfois on pense qu'on ne donne plus qu'on ne reçoit, mais on le fait. Et c'est là où j'arrive avec cette question qui pour moi est fondamentale. Quel est le prix du mode survie? Qu'est-ce que ça te coûte d'être en mode survie? Aussi bien sur ta santé, sur tes relations, sur ton travail. Oui, ça, pour moi, ça, le prix le plus cher, c'est de ne pas aller en profondeur dans les relations. Parce que après, être en mode survie, c'est avoir peur d'être déçu. Et donc, j'anticipe sur le fait de ne pas être déçu. Et donc, les relations deviennent très superficielles. On ne rentre pas dans le fond du sujet. On ne rentre pas en profondeur dans les relations. Parce que quand on rentre, eh bien, on s'expose. Et quand on s'expose, ça amène une vulnérabilité. Et cette vulnérabilité n'est peut-être pas une bonne chose. Parce que quand on est vulnérable, on montre tout. C'est peut-être pas une bonne chose pendant un certain temps. Mais dans le long terme. Pendant qu'on est dans la traversée, survie, oui. Pendant qu'on est en mode survie, on intériorise que la vulnérabilité n'est pas une bonne chose. Parce que là, on a mal. Là, on survit. Mais une fois qu'on sort de là. Une fois qu'on sort de là, moi je pense, aujourd'hui peut-être je suis arrivée à cela après toutes ces années de voilà, je donne, c'est qu'il faut accepter d'être vulnérable. Oui. C'est fatigant. C'est fatigant. Donc, je pense qu'il faut accepter d'être vulnérable. Maintenant, le choix de l'environnement dans lequel on est vulnérable, c'est peut-être ça. Où est-ce que je peux me permettre d'être vulnérable? Voilà. C'est la question que je me pose aujourd'hui. Mais je sais et je suis persuadée qu'il faut être vulnérable. Voilà, c'est ça, la vie, ça pique. Même quand on essaie de ne pas être vulnérable, ça pique. Donc, autant laisser que ça pique, mais que ça pique et que ça te laisse être toi-même un peu plus. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on voit en fait le parcours qu'il y a. Au départ, il y a toutes ces blessures qui amènent à un doute, un manque de confiance en soi. On se protège parce qu'on a mal. Et on ne veut pas que le mal évolue ou qu'il soit beaucoup plus important. Donc la partie la plus vulnérable de nous-mêmes, c'est celle que l'on va cacher. On va montrer l'autre qui est forte, qui tient, et comme tu dis, qui tient pour tout le monde, qui tient pour la famille, qui fait pour les autres au moment où les autres ne sont pas disposés à faire pour soi. Absolument. Mais en même temps, en bout de ligne, ce que tu nous offres comme cadeau, c'est de nous dire, mais on a besoin d'être vulnérable. Parce que quand on est vulnérable, finalement, on est soi-même. Parce que quoi qu'il en soit, la vie, ça pique. Absolument. Autant laisser que ça pique. Voilà, que ça pique et accueillir le fait que ça pique, vivre le moment pendant lequel ça pique pour pouvoir être réellement soi-même. Absolument, c'est ça. Il y a un élément aussi que j'avais voulu savoir, parce que tu sais, quand on est dans le mode survie, et tu nous l'as bien dit, on ne sait pas qu'on est en mode survie. Mais à quel moment on bascule? À quel moment on se dit « je ne peux plus vivre ça, je ne peux plus rester dans ça, c'est pas durable ». À quel moment on switch? Je pense que c'est quand on commence à perdre son intégrité physique ou mentale. C'est-à-dire que c'est là où on commence à switcher, à penser à avoir des pensées extrêmes ou à des réactions extrêmes. C'est là où peut-être il faut se dire « ok ». Rétropédalage et on sort de ça. C'est ce que tu as vécu? Oui. Des moments... Oui. J'ai vécu des moments peut-être où j'ai pensé à ok, si ça continue comme ça, il y aura quelque chose de mal qui peut se passer. C'est-à-dire? Penser à faire du mal à quelqu'un. Voilà. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'extrême. Donc, quand on pense comme ça, ben, c'est là où on fait ok, stop. Penser à faire du mal à quelqu'un, tu sais, faire du mal à quelqu'un, ça a plusieurs... Oui, blesser quelqu'un. Ok. Voilà. Donc, quand on pense comme ça, pour moi, c'est là où il faut se dire, OK, stop. Voilà, là, c'est pas bon. Ou bien quand on pense, OK, peut-être que là, est-ce que la vie en vaut la peine de le vivre? Donc, quand on pense comme ça,
c'est qu'on commence à être désespéré. Donc tu parles d'un moment où on peut Oui. se dire « je risque de blesser quelqu'un » ou alors « est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ?» Ouais. Et là, c'est peut-être soi-même qu'on cherche à blesser. Absolument. Et donc, on s'est dit « ok, stop. » Parce que moi, je suis une pratiquante, hein, donc je crois que parfois, on a des chemins de vie qui peuvent être pas le bon chemin, mais que si on croit en Dieu et qu'on implore sa miséricorde, il peut nous remettre sur le bon chemin. Et nous remettre sur le bon chemin, pour moi, dans ces situations, c'est que cette personne sorte de la vie. Et quand elle sort là, on a flanché, on est sorti de ce tourbillon. Et quand on sort de ce tourbillon, quand on regarde après, c'est là où on se rend compte que, donc moi j'étais en mode survie quand je faisais ça, ça et ça. Je ne le savais pas parce que c'était une survie. Donc il fallait juste se réveiller tous les jours, s'assurer de dormir en paix. Ou de dormir, même si c'est quelques heures, mais de dormir. Et de se réveiller le lendemain. Et de s'assurer de faire cette routine. Jusqu'à ce que les choses arrivent à un moment où on ne peut plus faire cette routine. Et qu'il faut sortir de ce carcan. Et quand on sort de ce carcan et qu'on regarde derrière, c'est là où on se rend compte que voilà, c'était peut-être une période traumatisante de la vie. Peut-être qui était tracé dans notre chemin, mais on n'est pas obligé de rester dans cela. Et qu'il faut sortir. Voilà, par quelque moyen que ce soit, il faut sortir de cela. Donc le mode survie finalement, la bascule, c'est quand on cherche parfois à attenter à l'intégrité physique de l'autre ou à sa propre intégrité physique. Absolument. On prend conscience que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est une part qui est volontaire. Et puis la part qui ne relève pas de nous, qui est la part immatérielle, qui est la part spirituelle, à laquelle on se raccroche en disant là, je sais que je ne peux plus. Et donc, je cherche auprès de plus grands que moi comment sortir de cette situation. Et c'est une part très importante. En tout cas, pour moi, ça a été la partie la plus importante. C'est quand on pense qu'on n'a plus d'issue et on se dit, OK, là, bon, il y a cette dimension-là sur laquelle je ne peux que compter sur ça maintenant. Donc, il faut que les choses changent. Et donc, j'implore la grâce de Allah pour nous aider à sortir voilà, de ce tourbillon. Donc, il y a tout un process quand même profondément intérieur. Absolument. Quand on parle de traversée intérieure, c'est pas banal, c'est réellement ça. C'est je pars d'un point A et je chemine vers un point que je ne connais pas encore. Exactement. Et au bout duquel je vais arriver. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie en ayant vécu, parce que tu nous as parlé d'un moment, mais en même temps tu as dit, tu as eu des épisodes. En ayant fait toutes ces traversées, parce qu'on est bien d'accord. C'est pas pour rien que dans ces échanges, on parle de traversées au pluriel. Absolument. Dans nos vies, on a plusieurs traversées intérieures. Et donc, dans celles que tu nous as partagées, qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Plus de clarté. Plus de clarté dans tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais quel type de personne je veux m'entourer. Je sais ce que je veux faire qui me rend heureuse. Et pour moi, ça, c'est important. Et c'est parfois douloureux. Ça peut être très difficile de se rendre compte de cela et de réagir à cela. Parce qu'on a des codes dans nos sociétés. On a une manière de se comporter. On a des attentes sur certaines choses. On a des réactions qu'on doit avoir, qu'on ne doit pas avoir. Donc, il faut réellement faire ce travail. Et je l'ai fait, je pense, durant ces dernières années. Et aujourd'hui, je suis à un point où tout est plus clair. Voilà, il y a beaucoup de clarté. Il y a encore du chemin à faire, mais il y a de la clarté. Donc, je sais qu'après toute cette traversée, qu'il y a la clarté dans mes actions, dans le temps. Le temps que je passe, avec qui, à faire quoi. C'est très important de pouvoir se poser ces questions. Est-ce que je subis juste le temps
Est-ce que je subis le temps? C'est-à-dire que, est-ce que je choisis où je passe mon temps? Ou bien je subis juste le temps de travailler, le temps de dormir, le temps de manger, voilà, le temps de dormir. Mais est-ce que j'ai l'intention de passer mon temps, passer 2 heures de temps à faire un travail qui me passionne, ou passer 1 heure de temps au téléphone avec une personne qui m'est très chère. Ce temps-là, cette intentionnalité de partager, de diviser mon temps et de le faire comme je pense que je voudrais le faire, ce n'est pas toujours facile. Surtout dans une société où il y a beaucoup d'attentes. Ça demande beaucoup de force, de se dire non, aujourd'hui, c'est ça que je veux faire et je vais le faire comme ça. Il y aura toujours beaucoup de choses qui perturbent nos journées, bien sûr, mais l'intention d'être clair dans ce que je fais et dans le temps, je pense que c'est ce que j'ai beaucoup réalisé ces dernières années. Voilà. En étant dans cette traversée, finalement, tu distingues le temps de survie où on subit les choses. On subit le temps parce qu'on est en mode pilote automatique. Absolument. Et une fois qu'on sort de cette traversée, une fois qu'on sort de tout ce parcours, on choisit avec clarté ce que l'on veut faire. Absolument. Donc, on passe d'un moment où on subit à un moment où on choisit. Et quand on choisit aussi bien les personnes avec qui on passe du temps, l'activité dans laquelle on s'investit et que l'on veut faire, et les choses qui nous font plaisir et qui nous rendent heureuses et qui nous mettent dans la joie. Absolument. Avec clarté. Absolument. Avec clarté. Aujourd'hui, si tu avais la possibilité de parler à l'Andaï, qui a vécu ce moment de survie que tu nous as partagé, ainsi que tous les autres moments précédents, avec la lecture que tu as de ta vie, qu'est-ce que tu aurais dit à cette Ndaï-là? Je lui aurais dit, tiens bon, tu vas t'en sortir. Ce n'est pas que toi. Ce n'est pas de ta faute. Voilà, c'est ce que je lui aurais dit. Donc, tu serais dans une logique de la déculpabiliser. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité interne quand on est dans ces moments-là. De la culpabilité interne, et puis on sait aussi que le juge intérieur, dans certains moments, il est très puissant. Il revient, il ressasse et il ressasse. Et donc, toi, à cette Ndaï-là, tu lui aurais dit de ne pas culpabiliser. Parce que, comme une personne me l'a dit, il n'y a aucune personne au monde qui rentre dans une relation et qui se dit que non, dans 1 an, 3 mois, ça sera une catastrophe, on va vivre des choses pas du tout bonnes et des choses difficiles, et de se dire c'est OK. On a toujours cet optimisme naturel que les choses vont bien se passer. Voilà. Donc quand ça ne se passe pas bien, c'est pas parce que on l'a voulu. C'est pour diverses raisons. Mais ne pas culpabiliser pour cela. Ne pas se dire que peut-être que c'est moi, peut-être que c'est... Non. C'est juste... Ce sont des choses qui devaient se passer, ou bien c'est peut-être pas la bonne personne qui devait être dans ta vie, et puis c'est tout. Voilà. Donc, comme principal apprentissage que tu laisses à Ndaï, c'est, quel que soit ce qui se présente dans la vie, de tenir, parce que ça va passer. Absolument. Et de ne pas culpabiliser. Ouais. Parce que ce n'est pas de sa faute. Ouais. Ne pas culpabiliser. Est-ce qu'il y a un élément ou un mot de la fin que tu voudrais partager avec nous? Je voudrais partager, je me suis définie, en fait je me suis jamais définie, c'est la première fois que j'en parle comme ça en public, de me définir comme une maman célibataire. J'aime pas les termes comme ça, mais si je définis ma vie, ça a beaucoup impacté beaucoup de choses dans ma vie. Et ce message, c'est pour beaucoup de femmes. Toutes ces femmes qui vivent cela à des épisodes où toute leur vie, de leur dire d'accepter d'être plus vulnérable, de ne pas accepter cette étiquette de femme forte. Parce que
dès qu'on accepte cela, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui se déclenche sans qu'on le sache. Et on devient comme des... non, c'est peut-être pas le bon terme. On devient comme des hommes. Alors que nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des femmes avec des émotions, avec de la vulnérabilité. Et il faut juste accepter que chacun a son chemin et que le chemin normal d'être marié, d'avoir des enfants et des petits-enfants, et voilà, n'est peut-être pas le chemin pour tout le monde, mais que ça ne fait pas de vous des parias, ça ne fait pas de vous des personnes super naturelles, qu'on est juste des personnes avec des parcours différents. Voilà, et que si on accepte cela et qu'on accepte la vie comme elle vient, et de ne pas s'auto-censurer et d'accepter les personnes que Dieu met dans notre chemin, parfois comme on dit blessings, voilà, et il y en a, voilà, des grâces, mais que d'autres ne sont pas des grâces, et qu'on aura les deux. Mais que là, c'est là où il faut avoir l'intelligence ou la maturité de discerner les deux et d'essayer de passer plus de temps avec ceux qui sont les grâces et pas de temps ou de les sortir de nos vies, ces gens qui ne le sont pas. Voilà. C'est magnifique ce que tu partages pour ces femmes, ces mamans solo, ou ces mamans en devenir, ces jeunes filles qui nous écoutent. Absolument. Le message fort que moi je retiens, c'est on n'a pas besoin de devenir des hommes. Non, non. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de devenir des hommes. On n'a pas besoin de se mettre dans une logique de femme forte. Absolument. De nous accepter juste comme nous sommes, avec nos vulnérabilités. Absolument. Et d'accueillir les gens qui viennent. Oui. Tu as parlé de personnes avec grâce ou sans grâce. Et en fait, on comprend finalement que toutes les personnes qui arrivent dans nos vies sont des grâces. Oui. Il y en a qui viennent avec des leçons positives. Oui. Et il y en a qui viennent avec d'autres types de leçons. Mais ce sont toujours des apprentissages pour nous. Absolument. C'est ça. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai adoré ce temps que j'ai passé avec Ndeye Thiaw. Je te remercie d'avoir accepté de te joindre à nous et d'avoir été dans le langage de vérité. C'est à cela que sert Traversée intérieure. Merci beaucoup. Vous pourrez retrouver cet épisode sur nos différentes plateformes et continuer à nous suivre et à nous soutenir en vous connectant au site internet traverseeintérieure.com. Et juste avant de vous laisser partir, j'ai une question pour vous. Pour ceux et celles qui nous ont écoutés et qui nous ont suivis, à partir de quel endroit êtes-vous en train de survivre, alors que vous pourriez juste commencer à vivre? Accueillir, comprendre, évoluer. Merci.